Derrière les allures respectables des personnalités politiques d'extrême droite se cachent des mouvances et des militants bien plus radicaux et dangereux. Skinheads, néo-nazis, identitaires, suprémacistes. Des mouvements avec lesquels les partis, comme le RN en France, disent prendre leur distance. Mais est-ce vraiment le cas ? I want this country to become a shithole. I want this country to descend into a fucking nightmare. Depuis la réélection de Donald Trump, les partis politiques, comme les mouvements d'extrême droite, se sentent pousser des ailes et se renforcent mutuellement. Mais la montée en puissance des franges les plus radicales se fait en réalité depuis des années. L'assaut du Capitole en 2021 ou les émeutes racistes de l'été 2024 en Grande-Bretagne ont mis en évidence l'influence des groupes fascistes dans le monde. Des mouvements racistes, antisémites et masculinistes qui mettent en danger la démocratie et la sécurité dans de nombreux pays. Avec la propagation de fausses informations pour créer de la division et de la haine, des attaques violentes. Des militants d'extrême droite radicale ont attaqué au couteau une association de travailleurs immigrés. Des groupes de combat. Depuis 2 ans, un mouvement suprémaciste blanc venu tout droit des États-Unis s'installe en France et en Europe. Par exemple, les Active Clubs, ces fight clubs à la sauce néo-nazie qui se propagent en France et en Europe. Des groupes locaux d'extrême droite pour s'entraîner au combat. Convaincus que la race blanche est menacée, leurs membres se préparent à une guerre culturelle. La France, c'est le premier pays d'Europe où des Active Clubs se sont montés. Et aujourd'hui, on est l'un des territoires où le mouvement se développe le plus rapidement. Mais ce n'est pas tout. Les mouvements radicaux d'extrême droite font désormais partie de réseaux internationaux. Ils portent la cravate, attirent des investisseurs et ont aussi noué des liens avec des partis politiques établis. C'est notamment le cas en Allemagne, avec le parti AfD qui a planifié dans une réunion secrète avec des néo-nazis l'expulsion de 2 millions de personnes étrangères, comme l'a révélé le site d'investigation Corrective. Ces journalistes ont révélé au grand public, preuve à l'appui, que des membres de l'AfD et des néo-nazis se sont réunis pour évoquer ce que les penseurs de l'extrême droite appellent un projet de remigration. Un euphémisme qui signifie en réalité l'expulsion de millions de personnes. Comment savons-nous tout cela ? Grâce au travail d'investigation et d'infiltration crucial de nombreux médias et organisations qui œuvrent à montrer le vrai visage de l'extrême droite. L'organisation britannique Hope Not Hate fait partie de ceux qui sont en première ligne. C'est la plus grande organisation antiraciste et antifasciste au Royaume-Uni. À l'aide de caméras et micros cachés, ces chercheurs captent des manifestations de mouvements d'extrême droite, des colloques, des réunions à huis clos. Grâce à toutes les informations obtenues pendant ces infiltrations, ils ont permis l'arrestation de groupes violents, la traduction en justice de militants d'extrême droite. Ils ont aussi réussi à empêcher l'assassinat d'une élue ou encore permis d'identifier un poseur de bombes. Pour Hope Not Hate, le chercheur britannique Harry Schuckman a infiltré pendant 1 an et demi l'ultra-droite britannique, des mouvements fascistes, mais aussi le parti Britain First. Son expérience est racontée dans l'excellent documentaire Undercover Exposing the Far Right. Il révèle les opinions non filtrées de certaines des figures les plus célèbres de l'extrême droite britannique, mais aussi des plans et réseaux pour influencer les politiques publiques en Europe. Nous sommes allés avec Blast au festival et forum international sur les droits humains à Genève pour interviewer Harry Schuckman, comprendre son travail d'infiltration et ce qu'il a découvert. PS, cet entretien a été tourné en anglais, il a été doublé en français ici, mais si vous voulez voir la version originale, elle est disponible sur le site de Blast. Harry Schuckman, bonjour, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes chercheur à Hope Not Hate, une organisation antiraciste et antifasciste. Vous étiez journaliste avant, vous avez travaillé comme reporter pour The Times, puis comme rédacteur et éditeur pour The Manchester Mail, un journal d'investigation en ligne. Vous avez récemment écrit un livre, Year of the Rats, Undercover in the British Far Right, pour raconter comment vous avez infiltré l'extrême droite en mettant en danger votre sécurité et votre santé mentale. Nous allons en parler. Et ce livre sortira le 8 mai prochain. May the 8th, so congratulations for that. J'aimerais commencer avec Hope Not Hate, qui est le plus grand mouvement antiraciste et antifasciste au Royaume-Uni.
Il a été fondé en 2004 par Nick Lowles. Pouvez-vous expliquer ce que fait votre organisation et pourquoi c'est essentiel, surtout aujourd'hui? Oui, merci de me recevoir dans votre émission. Hope Not Hate est, comme vous l'avez dit, une organisation antifasciste. Nous faisons des recherches sur l'extrême droite, les documents politiques, mais aussi de l'organisation communautaire pour aider à combattre cette menace qui grandit. Je travaille dans l'équipe de chercheurs pour surveiller et, avec un peu de chance, perturber l'organisation de l'extrême droite au Royaume-Uni. Une partie de ce qu'on fait, de ce que j'ai fait, ce sont des opérations d'infiltration pour observer plusieurs groupes d'extrême droite actifs au Royaume-Uni et leurs alliés européens. Il y a plusieurs sources actives dans l'organisation en permanence. Comme vous l'avez dit, de 2023 à 2024, vous portiez une caméra cachée et vous avez prétendu être un extrémiste nommé Chris pour enquêter sur de multiples réseaux d'extrême droite. Donc, avec votre équipe, vous avez observé 5 différents mouvements et groupes. Le documentaire Undercover, Exposing the Far Right, suit votre infiltration. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur ce travail que vous avez fait et comment c'est d'être un infiltré? En fait, il y avait 9 organisations différentes en tout, ou mouvements. Ah, j'avais vu 5 dans un article. Mais... Oui. Finalement, on a publié sur 5, en effet. Être infiltré, c'est un peu comme avoir de l'adrénaline en perfusion en permanence. C'est tellement éprouvant, intense. Ça nécesse d'être dans la partie de son cerveau qui est toujours angoissée, toujours en train d'anticiper « suis-je en danger ? Qu'est-ce que je devrais dire maintenant ? Est-ce que mon langage corporel est suspicieux ? Est-ce que ce mec me regarde bizarrement ?» On a toujours ce genre de pensée. Et vous avez raison, je portais une caméra cachée qui semble être l'appareil le plus visible au monde. Il se met sur le torse, on a l'impression qu'il ressort comme ça, super apparent. J'avais tout le temps peur que quelqu'un me touche ici et la remarque. Et c'est arrivé à un moment, parce que vous le racontez dans le documentaire, il y a quelqu'un qui est un peu sous et il touche votre torse. C'était terrifiant, je n'arrive pas à croire qu'il n'ait pas remarqué. Patting me on the chest, right where the camera bit was. He did that a couple of times, and I was just like, "Fuck! How could he not? How could he put this great hunk of plastic on my chest?" But he touched it. I swear. Donc, mon nom était Chris. On a pris des semaines avec la personne qui me gérait, Patrick, pour créer une identité qui correspondait au groupe que j'allais rejoindre. Et mon objectif était d'avoir toujours une réponse prête si quelqu'un me posait une question sur ma vie. J'ai dû apprendre à m'entraîner pour tourner la tête quand quelqu'un disait Chris, si quelqu'un me demandait le prénom de mes parents, ce que je faisais dans la vie, d'où je venais, es-tu allé à l'école, à l'université, de quelle ville tu viens, dans quelle région vis-tu. Je devais avoir des réponses préparées pour tout ça. J'ai dû beaucoup m'entraîner et j'ai vécu comme ça pendant environ 1 an et demi, en allant de groupe en groupe. Et j'ai arrêté à l'été 2024. Ça a été un immense soulagement. On a commencé à sortir nos rapports sur ce que préparait l'extrême droite britannique, enfin certains de ces groupes, et on a récolté tellement de matière avec l'enquête que l'on continue à publier des choses aujourd'hui. Nous allons parler de ce que vous avez dévoilé, mais avant, je voulais souligner le fait que votre travail est de montrer la différence entre l'image que l'extrême droite présente au monde et qui ils sont vraiment. Ce qu'ils disent quand ils sont en privé est souvent très, très différent et bien plus extrême. Pourquoi pensez-vous que l'infiltration est cruciale quand on enquête sur l'extrême droite? Oui, c'est une bonne question. Je pense que en France, vous devez le voir, quand les militants ou personnalités politiques d'extrême droite
parlent à la presse grand public, ils vont essayer de présenter une image d'eux-mêmes plus ordinaire, normale ou accueillante. Ils vont minimiser l'existence de mouvements plus extrêmes dans l'organisation et dire des choses qui ont l'air plus familiales ou respectables. Mais c'est simplement une façade, une image. Ils savent que s'ils apparaissent comme aussi extrêmes que ce qu'ils sont vraiment, ils vont perdre des électeurs ou des financements. Donc l'enquête en infiltration est le meilleur moyen de découvrir ce que ces organisations, ceux qui les dirigent, pensent vraiment, ce qu'ils font vraiment. Ce sont des personnes très différentes quand ils pensent que personne ne regarde, que la caméra ne tourne plus. Ils parlent plus franchement de leurs plans, du sens de leur action. Donc nous pensons que le reportage en infiltration est un des meilleurs moyens de vraiment savoir ce qu'ils font. Il y a d'ailleurs une scène dans le documentaire où vous filmez avec votre caméra cachée Paul Golding, qui se présente comme un homme politique et qui est le chef du parti Britain First. Et il dit, juste devant vous, I want this country to become a shithole. I want this country to descend into a fucking nightmare. il dit en gros qu'il veut qu'il y ait une guerre civile au Royaume-Uni. Oui, je ris parce que c'est vraiment dingue de dire une chose pareille tout en cherchant du soutien. Il se positionne comme le chef d'un parti qui veut avoir un soutien universel. Il cherche les votes de personnes ordinaires, pas seulement des extrémistes. Et au-delà de tout, il se présente comme un patriote. Mais c'est extrêmement cynique et antipatriotique de vouloir la pauvreté et la misère de son peuple, parce que ça vous permettrait d'accéder au pouvoir. Il devrait dire qu'il voudrait que les gens soient plus en sécurité, plus riches, plus heureux. C'est ça que devrait être son message. Je pense que c'est vraiment cynique de dire ça. Mais c'est exactement ce dont je parlais. À quel point ce que disent les politiques d'extrême droite en privé n'a rien à voir avec ce qu'ils disent en public. Ce genre d'exemple montre pourquoi nous devons mener notre combat. Comment avez-vous vécu cette expérience? Parce que je dois admettre que simplement regarder ce documentaire, c'est déjà vraiment bouleversant et stressant. Donc je ne peux même pas imaginer comment ça a dû être d'entendre des propos aussi racistes, violents, et de voir ces manifestations de néo-nazis dans la vraie vie, en quelque sorte. C'était dur. Surtout que certains des personnages avec qui je traînais ont un passé de violence. J'étais surtout avec des militants plutôt que des criminels. Mais dans un de ces groupes, il y avait ce mec dont le surnom est Cauchemar. Il a été un terroriste néo-nazi, ou plutôt un membre d'un groupe terroriste néo-nazi. Et j'avais peur en permanence qu'il réalise qui j'étais vraiment et de ce qu'il se passerait si j'étais découvert. Ce qui était bizarre, c'est que ce que vous voyez dans le film, c'est une version condensée des 18 mois, parmi les moments les plus stressants. Alors qu'en faisant ce travail, bizarrement, je l'ai rationalisé, je le voyais comme mon boulot et je m'y suis habitué d'une certaine manière. À la fin, je n'en pouvais plus, ça devenait très stressant, mais il y avait des moments où j'étais capable de me dire, bizarrement, « Oh, c'est juste ce que je fais pour vivre. » Et ce n'est sûrement pas très sain. Oui, parce que vous entendez tellement de choses en une journée, donc d'une certaine manière, vous avez besoin de vous dissocier. Par exemple, il y a un moment où il y a une sonnerie de téléphone et on entend Sieg Heil. Sieg Heil. Sieg Heil. Was that his ringtone? I think so, yeah.
Il y a un autre moment où il y a des militants Britain First, une femme les traite de racistes, et plus tard, ils disent qu'elle devrait être violée par des milliers d'immigrés. Yes, yeah. Oh, you're racist. No, you're racist. What did she say, the woman? Racist. They hate being called racist, but at the same time believe that immigrants are violent, fighting-age males. Let the migrants come down here. I don't give a damn. Yeah, let's hope they fuck her up the arse. Honestly, fucking right. She loves them so much. Let her fucking have a She bit of probably them. will. That's probably what she wants to be. She probably wants like 1,800 boyfriends. Yeah, when they're fucking pinning her down and raping her. Let her say then about racists. Et il y a tellement de phrases comme ça. Yes, yes. Oui, je ne rationalisais pas ce genre de choses. Ça me choquait toujours. Je déprimais en rentrant chez moi en pensant que c'était ça, ce que je faisais. Je pense que s'habituer à la peur d'être démasqué, c'est une chose. Mais je me suis jamais habitué à entendre des propos choquants ou faire des choses répréhensibles, parce que j'ai dû pas mal me salir les mains pour faire ce projet, pour protéger ma couverture. Quand ils distribuaient des tracts ou manifestaient contre les camps de réfugiés, je devais être là aussi. Je ressens beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça. Ça faisait partie du rôle que je jouais, mais je me sens vraiment toujours pas à l'aise avec ça. Et j'ai l'impression aussi que j'ai encore toutes ces phrases, ces mots dans mon cerveau. Je ne peux pas m'en débarrasser. Ça fait un peu partie des choses insidieuses que fait l'extrême droite. Donner aux gens un vocabulaire qui leur permet d'avoir des pensées racistes. Et je n'aime pas le fait que toutes ces choses soient encore dans ma tête. Et à quel point est-ce que c'était dur pour vous de jouer un rôle tout le temps? Parce que vous deviez aussi dire des choses racistes pour ne pas être soupçonné. Et à un moment dans le documentaire, vous le dites, je déteste cette personne, je déteste avoir à être cette personne. Once you have that kind of experience of like feeling uncomfortable in your own city because you're not among your own people. Oh, fuck, I hate hearing myself saying this. It's absolutely awful. You're being something else in order to do the job, and you don't like that person. Yeah, I have an idea about myself that's not it's not horrid, and then listening to these tapes and playing them, it's like, oh no way, I am actually being a total cunt. Yeah, I mean, Oui, c'est une des parties qui est difficile éthiquement dans le travail d'infiltration. Je pense que c'est justifié, étant donné tout ce que nous avons découvert, mais ça vient avec un coût. Celui d'incarner le genre de personne que l'on essaie d'arrêter avec mon organisation. C'est un vrai défi. Et oui, j'étais écœuré par certaines des choses que j'ai dû faire. Et j'y pense encore souvent. Pouvez-vous me dire ce qui vous a le plus marqué durant cette expérience? Et résumer ce que vous avez découvert durant cette année et demie d'infiltration. Quelque chose qui m'a vraiment surpris, ce qui m'a le plus surpris, ce sont les sommes d'argent et les accès au pouvoir que certains groupes d'extrême droite ont maintenant. Nous avons cette idée au Royaume-Uni, je ne sais pas ce qu'il en est en France, mais en tout cas au Royaume-Uni, cette impression que les militants d'extrême droite sont des skinheads, qu'ils ont des tatouages nazis et qu'ils sont ouvertement racistes. Mais ce qui est en train de changer au Royaume-Uni, c'est que de plus en plus de militants savent qu'une approche plus subtile va leur permettre d'avoir plus de succès. Et en ayant l'air moins extrêmes, ils ont beaucoup plus de succès. Ils sont capables d'aller voir des investisseurs et de récupérer beaucoup d'argent. Ils peuvent parler à des personnes très puissantes et présenter leur idée politique à une audience plus large. On le voit dans le documentaire, ça fait partie de l'enquête. Nous avons enquêté sur une organisation qui met en avant le racisme scientifique, l'eugénisme, la théorie des races au Royaume-Uni, en Europe, aux États-Unis.
Ils ont reçu plus d'1 million de dollars de financement de la part d'un magnat de la tech américain. Et ce serait difficile d'imaginer autant d'argent être donné à une organisation ouvertement néo-nazie. Mais dire qu'ils sont soutenus par la science, qu'ils font des recherches sur les différences biologiques entre les races, ce genre de choses, pour certaines personnes, ça a une forme de respectabilité. Et ça peut attirer des investissements et du soutien. Une des personnes les plus puissantes du monde, l'homme le plus riche au monde, Elon Musk, poste régulièrement sur X des choses qui viennent du racisme scientifique, en parlant du QI, des différences entre les genres et les races. Elon seems to really like this account. They've gone by a few names on the platform, but they share extremely racist content that argues that black people are innately intellectually inferior beings. Parfois aussi des idées autour du déterminisme biologique étendu aux classes sociales. Les riches ont un QI plus important que les pauvres pour des raisons génétiques. Ce genre d'idées sont vraiment en train de gagner du terrain et je pense qu'on doit faire tout ce que l'on peut pour les arrêter. Bien sûr. Et cette Human Diversity Foundation dont vous parlez essaie aussi de prouver des choses qui sont vraiment d'actualité avec le retour de Trump au pouvoir. Ils essaient de prouver qu'il y a un lien entre le fait d'être woke et avoir une maladie mentale. Qu'il y a un lien entre l'honnêteté et la race, que les personnes blanches seraient plus honnêtes en un sens, comment le QI est lié à la taille du pénis. C'est assez risible, mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Oui, clairement. Il faudrait un très bon psychanalyse freudien pour creuser tous ces trucs sur la race et la taille du pénis. Je pense que c'est une question pour un autre documentaire. Il y a cette idée dans le racisme scientifique qu'on peut hiérarchiser par caractéristiques comme l'intelligence. Mais ce que nous disent les généticiens, c'est que c'est une fiction, ça a été débunké. C'est le racisme qui fait de la science une mascarade. Il n'y a pas de race biologique. La race est une construction sociale. Oui, exactement. Et l'idée que les personnes blanches sont plus honnêtes que les personnes noires pour des raisons génétiques, c'est de la pure fiction. Et c'est le pouvoir du racisme scientifique. Il peut être utilisé pour donner une légitimité au racisme. Je pense que c'est très alarmant. Cela fait des siècles que ça existe, mais on en voit aujourd'hui une résurgence. Clairement, c'est de plus en plus populaire aux États-Unis, avec cette obsession sur le QI et les différences entre races. Je crois que c'est quelque chose auquel on ne s'attendait pas avec cette enquête. Et maintenant, nous suivons ça de près, nous sommes vraiment inquiets de ce que nous observons. Oui, et surtout parce que cette fondation que vous avez découverte a pour but d'influencer les politiques publiques et veut aussi, en réalité, imiter ce que Trump fait aux États-Unis en renvoyant chez eux des milliers d'immigrés. Ils veulent faire la même chose en Europe et au Royaume-Uni. Donc on peut voir qu'il y a une réelle influence de ces groupes dans les politiques qui sont menées outre-Atlantique. Oui, exactement. D'ailleurs, un des points communs entre le concept de déportation massive et le racisme scientifique, ce n'est pas simplement que le racisme scientifique justifie la déportation massive sur l'argument que les races sont incompatibles, ne peuvent pas vivre ensemble. C'est cette idée d'utiliser un langage plein d'euphémismes, la théorie des races ou racialisme donne cette impression que c'est scientifique, c'est académique, que des professeurs d'université travaillent dessus. De la même façon, le concept de rémigration ou rapatriement est en réalité une forme de nettoyage ethnique. C'est nettoyer votre société de différentes races ou nationalités qui vous semblent différentes de vous. Et je pense que quand les organisations ou partis d'extrême droite commencent à parler de ce genre de concept, nous devons répliquer et dire ce que vous insinuez par rémigration,
est une forme de nettoyage ethnique. Quel pourcentage de votre pays a le droit d'être d'une autre ethnicité ou d'une autre nationalité? C'est une idée très violente qui ne peut être appliquée que par la violence. Et pourtant, c'est présenté comme une politique raisonnable. Quelque chose qui serait rationnel en quelque sorte. Oui, exactement. Vos révélations ont été publiées dans la presse en octobre 2024. Quels impacts ont-elles eu? Un des impacts qu'a eu la sortie du rapport, c'est que Andrew Conroe, un entrepreneur de la tech, qui avait mis de l'argent, 1,3 million de dollars dans la Human Diversity Foundation, a annoncé, après la publication, qu'il allait retirer son argent. On a vu ça comme une petite victoire. Cependant, il avait financé ce groupe en privé. Donc on ne sait pas s'il a tenu sa promesse. Et clairement, ces groupes que l'on observe sont toujours actifs. On espère qu'on a perturbé certains de leurs plans. Mais la réalité, c'est que l'extrême droite aujourd'hui est incroyablement active, bien financée, dynamique, en particulier depuis l'élection de Donald Trump. Donc je pense qu'on a encore beaucoup de travail. Donc votre travail de journaliste infiltré est définitivement terminé. Et maintenant, ces organisations d'extrême droite savent qui vous êtes. Que s'est-il passé? Avez-vous reçu des menaces? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis qu'ils savent que vous étiez un infiltré, une balance, en quelque sorte? Il y a certaines choses dont je ne suis pas prêt à parler, mais mon travail d'infiltration a pris fin, ce qui est un soulagement. L'extrême droite s'est intéressée au travail que l'on a fait, ce qui nous a permis de le faire circuler à une audience plus large, donc je suis heureux de ça. J'écris ce livre qui va sortir le 8 mai sur mon expérience. Nous avons mis des rapports en ligne. Je suis encore en train de m'adapter à ce retour à la vie réelle, alors que j'étais cette autre personne, et je pense que ce processus est toujours en cours. Mais juste en un mot, vous avez besoin de protection aujourd'hui? Non, il n'y a pas de sécurité rapprochée ou quoi que ce soit. Je ne donne pas mon adresse, mais sinon je vis à peu près comme avant. Parce que le documentaire montre aussi que d'autres personnes de votre organisation et le fondateur, Nick Lowles, ont reçu des menaces de mort. Son adresse a été mise en ligne, son numéro aussi. Un homme a acheté un pistolet pour passer à l'acte. Et c'est la même chose en France. On le sait, quand on est un journaliste ou membre d'une ONG et qu'on enquête sur l'extrême droite, cela peut avoir des répercussions immenses sur sa vie et parfois la vie des proches. Oui, j'ai pris beaucoup de précautions. Opt.8 a tout fait pour préserver ma sécurité. Vous savez, je ne suis pas sur les réseaux sociaux et j'ai fait beaucoup de choses pour être sûr de rester en sécurité, de protéger ma famille. Et ça m'a apporté de la sérénité. Vous disiez que les impacts du travail de Hope Not Hate ou d'autres organisations ne semblent jamais suffisants comparés à la puissance de l'extrême droite aujourd'hui. Mais si on regarde l'histoire récente de votre organisation, une de vos infiltrations a permis d'empêcher le projet d'assassinat de Rosie Cooper, une membre du Parlement. I was to be murdered to send a message to the state, to send a message to this place. Members of this House are regularly abused and attacked. Our freedoms, our way of life, our democracy is under threat. And we must do our utmost to defend it. Une autre a permis d'identifier le poseur de bombes londonien David Copeland. Est-ce que vous avez le sentiment que l'on ne met pas assez en avant le fait que l'information est un pouvoir, surtout quand il s'agit de l'extrême droite? Oui, c'est un très bon point. L'année dernière, au Royaume-Uni,
Il y a eu 3 records sinistres établis par l'extrême droite. Le premier politique d'extrême droite élu au Parlement, les plus grosses émeutes racistes durant l'été. Tout commence le 29 juillet dernier, lorsque 3 fillettes, âgées de 6 à 9 ans, sont brutalement assassinées dans une attaque au couteau à Southport. Sur les réseaux sociaux, des rumeurs circulent alors sur l'identité de l'assassin présumé. De fausses allégations ont été diffusées sur Internet, selon lesquelles il s'agirait d'un demandeur d'asile musulman arrivé au Royaume-Uni par bateau. Explique The Guardian. Ces rumeurs se fondent en grande partie sur un article mensonger publié par le site Channel 3 Now. Elles ont été amplifiées par plusieurs chaînes Telegram ainsi que par Nigel Farage, leader du parti d'extrême droite Reform UK. Et la plus grande manifestation d'extrême droite qu'il n'y ait jamais eu à Londres, ou du moins dans les années récentes. Tout ceci montre que l'extrême droite est à un moment de puissance très important dans son histoire. Elle mobilise comme elle ne l'a jamais fait. Elle n'a pas seulement des militants très violents dans la rue, mais elle est aussi au gouvernement ou au Parlement, pour être précis. Donc, plus que jamais, nous avons besoin de comprendre ce que prépare l'extrême droite au Royaume-Uni, ce qu'elle veut faire et comment nous pouvons l'arrêter. Donc, vous l'avez dit, durant l'été 2024, des émeutes se sont répandues au Royaume-Uni, organisées en grande partie par l'extrême droite. Et désormais, c'est de pire en pire en Europe. Chants islamophobes, dégradation de mosquées, heurts avec la police. De violentes manifestations racistes ont lieu depuis une semaine au Royaume-Uni. Des membres d'un mouvement d'extrême droite, l'English Defence League, participent aux émeutes. Les émeutiers anti-immigration ont attaqué plusieurs mosquées et ont dégradé des hôtels identifiés comme lieux d'accueil de demandeurs d'asile. Comment analysez-vous la situation politique actuelle avec la montée de l'extrême droite et l'influence de Trump ou Elon Musk sur les partis d'extrême droite qui sont sur notre continent? Je ne veux pas parler pour vous en France, mais au Royaume-Uni, nous avons vu à quel point les organisations d'extrême droite ont été encouragées par la réélection de Trump, par le soutien d'Elon Musk et l'ouverture de X ou Twitter à l'activisme d'extrême droite. Je crois que malheureusement, il y a un boost d'énergie dont ils profitent. La dernière fois que Trump a été élu, l'activisme de l'extrême droite est devenu beaucoup plus marqué. Il y a eu beaucoup d'excitation et je pense que l'on voit malheureusement une répétition de ça. Je pense que ces militants ont le sentiment d'avoir un ami à la tête du pays le plus puissant au monde, quelqu'un qui parle pour eux, qui les soutient, quelqu'un qui a fait entrer une des idées les plus toxiques de l'extrême droite à la Maison-Blanche, celle de la déportation massive. Le retour de cette idée que certaines nationalités sont fondamentalement incompatibles avec votre société. On l'a vu au Royaume-Uni et en Europe avec cette idée de rémigration ou rapatriement. Dans le documentaire, il y a aussi un moment pendant le dîner où le militant Eric Arends parle des SS et dit qu'ils sont les élites. This is specifically for a subset of elite potential people. This is what the SS was. What do you know the history of the SS? Yeah. The SS, the elite. Et plus tard, il dit qu'avec d'autres organisations d'extrême droite, ils veulent créer un mouvement populiste en Europe qui soit centré autour d'une personne. Et il dit, je cite, « à la façon de Trump ». My vision is actually to one day run in Germany in a Trump-like fashion, which hasn't been done for 100 years. To run a populist movement centered around a person. Right.
Oui, je veux dire, c'est un bon exemple de ce que Trump a fait pour les militants d'extrême droite dans d'autres parties du monde. À propos de la façon dont le Royaume-Uni s'inspire de ce qu'il se passe aux États-Unis, mais aussi en Europe, il y a la propagation de ces active clubs que mes collègues ont dévoilés. Eric Arens était un membre de l'un d'entre eux, un groupe qui opère ici en Suisse, qui s'appelle Jungetat, un groupe qui apprend à ses membres comment se battre. Eric Arens m'a expliqué comment il voulait en créer sa propre version en faisant venir des militants du Royaume-Uni en Europe pour apprendre à se battre, à tirer. Et ces clubs se propagent au Royaume-Uni aussi. Ce sont un peu comme des camps, d'une certaine manière, comme des camps militaires pour l'extrême Oui, droite. exactement. Ils se préparent pour une guerre civile qui arrive, un effondrement de la société. Je pense que c'est très, très alarmant. Nous oublions souvent que la deuxième menace terroriste en Europe est celle de l'extrême droite et on en entend assez peu parler, notamment dans les médias. Sur le site de votre organisation, il est écrit que Hope Not Hate est là pour offrir de l'espoir, pour montrer que la haine et la division peuvent être dépassées. Est-ce que vous y croyez encore en ces temps sombres que nous vivons? Oui, il le faut. Il le faut et je pense toujours sincèrement que la majorité des personnes rejettent les idées que l'extrême droite met en avant. Ils rejettent la violence, les divisions que les organisations extrémistes créent. Malheureusement, à cause de la crise du coût de la vie au Royaume-Uni, il y a beaucoup d'incertitudes, de peur autour du fait que notre pays serait en déclin. Les gens ne peuvent plus payer leurs factures, ils ne savent pas comment joindre les deux bouts. Et dans ce genre de période, les personnes ont tendance à se tourner vers des solutions extrêmes pour répondre à leurs problèmes. Et dans ces moments-là, les partis d'extrême droite font souvent de très bons scores. Nous devons espérer que ceux qui sont au pouvoir prennent conscience de ce qui est en train de se passer et prennent le bon chemin pour répondre aux considérations matérielles des personnes qui seraient tentées de voter pour l'extrême droite. Et ces réponses pourraient d'ailleurs faire perdre des voix à l'extrême droite. Qu'est-ce que vous conseilleriez aux journalistes français ou européens qui veulent rejoindre la bataille contre les mouvements d'extrême droite qui sont de plus en plus puissants? Ce que j'aimerais au Royaume-Uni, c'est que l'on prenne conscience que les partis d'extrême droite, quand ils parlent à la presse, ils mentent. Ils mettent un masque pour présenter une version plus respectable d'eux-mêmes, pour essayer de convaincre des potentiels électeurs, soutiens ou donateurs qu'ils sont respectables, grand public, tout comme n'importe quel autre parti, mais avec une tribune un peu différente. C'est faux. Ce que j'aimerais conseiller aux journalistes, c'est de prendre conscience qu'ils se font berner et d'être un peu plus dans le contradictoire, combatif, et peut-être de faire un peu plus de recherche avant de parler à des personnalités politiques d'extrême droite. Quand ils disent qu'ils se sont modérés, ou quand ils nient des choses qu'ils ont dites, ou qu'ils essaient de prendre leur distance avec les militants, de savoir que c'est clairement de l'esbrouf. Pensez-vous que nous avons besoin de plus d'enquêtes, de reportages en infiltration en Europe, précisément pour montrer cette différence entre l'image qu'ils présentent et qui ils sont vraiment? Absolument. Un des exemples les plus spectaculaires de couverture de l'extrême droite ces derniers temps, c'est un magazine allemand qui s'appelle Corrective, qui a envoyé un journaliste infiltré à une conférence organisée par le parti AfD. Et
ils ont réussi à prendre des images de politiques de l'AfD qui rencontraient des militants identitaires pour parler de réimmigration. Ces révélations ont fait exploser la scène politique allemande. Ça a mené à des manifestations, beaucoup de couverture presse. Et cette histoire ne serait jamais sortie sans l'infiltration de journalistes. Clairement, l'extrême droite en Europe est à un moment où elle est incroyablement active et dangereuse. Et je pense que les reportages traditionnels ne permettent pas de voir tout ce qu'il se passe. Donc oui, je défends l'infiltration comme un moyen de faire de l'enquête. Je sais que BLAST fait beaucoup de sujets sur la menace grandissante de l'extrême droite et j'encourage votre audience à continuer à vous soutenir. Merci beaucoup. C'est la fin de cet entretien. Comme toujours, je vous mets en description des liens pour aller plus loin, pour découvrir le travail d'investigation sur l'extrême droite, notamment de médias comme Street Press, mais aussi pour voir le très bon documentaire Undercover, Exposing the Far Right, dont il est question dans cette interview. Comme le dit Harry Schuckman, n'oubliez pas de soutenir BLAST. Nous sommes un média indépendant qui a besoin de vous pour continuer à travailler librement et à enquêter sur les dangers de l'extrême droite. Merci à vous et à très vite sur BLAST.